La post-vérité, les fake news et la désinformation généralisée sont plus que de simples mots à la mode. Elles représentent une menace civilisationnelle d'une gravité sans précédent. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure où nous avons plus que jamais besoin de consensus pour identifier les défis mondiaux et leurs solutions, ces phénomènes divisent et créent des conflits. La réalité et les faits sont brouillés, rendant presque impossible la mise en place d'une vision commune de l'avenir. Au lieu de cela, nous nous retrouvons pris dans des spirales de désinformation et de mésinterprétation, nous éloignons d'une compréhension partagée de la réalité. Nous faisons face à un méta-problème qui non seulement complexifie nos problèmes existants, mais qui en crée également de nouveaux, posant un danger extrême pour notre futur. Dans cet épisode, nous allons explorer les mécanismes sous-jacents aux fake news, nous plonger dans la manière dont elles s'infiltrent et se propagent à travers notre société, et discuter des stratégies potentielles pour contrer cette menace. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Victor et bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors peut-être, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es et puis aussi qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser à tout ce dont on va parler aujourd'hui ? Oui, bien sûr, je vais me présenter très rapidement, on va essayer de faire ça assez rapidement parce que j'ai 1 milliard de casquettes que des fois on peut s'y perdre. Alors, pour faire très simple, moi j'ai fait une école web il y a quelques années, de 2010 à 2015 pour à peu près situer, j'ai 33 ans. Que les gens sachent à peu près mon âge. Et donc, après ça, j'ai fait plein de choses. Je suis sorti en tant que web designer et web développeur. Donc, en gros, le design de sites et coder des sites, je simplifie très, très grandement. S'il y a des web designers ou des développeurs qui écoutent, ils diront que c'est beaucoup plus complexe, mais c'est pour les gens qui savent pas ce que c'est. Et de là, j'ai été entrepreneur, j'ai accompagné des startups, des personnes, mais aussi bénévolement, j'ai fait aussi du web design, du web développement. J'ai commencé à donner des cours sur tout type de sujets en lien avec la tech et le web. Je donne toujours des cours de culture tech, de culture web, de culture design, de plein d'autres choses comme ça. Et à côté de ça, je suis aussi journaliste musical, je co-gère un site d'information et ça n'a aucun rapport avec Paul McCartney. Sur Paul McCartney, voilà. Excellent. Dis-donc, ça fait déjà un sacré CV. Et du coup, peut-être pour commencer, introduire un peu le sujet, selon toi, c'est quoi les principaux problèmes, disons, que posent aujourd'hui les fake news ? En fait, faut bien comprendre, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, les fake news, avec Internet, il y en a de plus en plus, c'est à cause de Internet qu'on a plein de fake news. » Oui et non. Le truc, c'est qu'une fake news est plus vite amplifiée grâce à Internet et peut s'emballer très vite. On l'a bien vu il y a encore quelques années, il suffit qu'il y ait un abruti qui dit « Ah, un tel est mort » et en 2 secondes, ça s'enflamme en pensant que la personne est morte. Et ça, il y a 5 ou 6 ans, c'était le cas. Même peut-être 10 ans, c'est arrivé sur des réseaux comme Twitter parce que c'est très vite viral, on perd qui est la source d'origine. Mais il faut bien comprendre qu'avant Internet, si par exemple on s'intéresse au XXe siècle, quelles sont les 3 plus grandes fake news du XXe siècle ou théorie du complot? Une théorie du complot, pour comparer une fake news, c'est un peu plus gros. C'est plein de fake news dans un truc, dans une énorme bassine, dans un énorme truc. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 3, c'est qu'on ne serait pas allé sur la Lune. Donc, toutes les théories complotistes autour de l'homme sur la Lune. La deuxième, c'est toutes les théories complotistes autour de la mort de Kennedy. Mais il y en a tellement que, voilà, il y en a qui disent qu'il y avait 2 tireurs, il y en a que, là, je connais un petit peu moins. Et enfin, une, là, que je connais la mieux, et qui est peut-être la moins connue des 3, et qui est pourtant la plus intéressante, non pas parce que c'est mon domaine d'expertise, c'est Paul is Dead. Paul McCartney serait mort dans un accident de voiture dans les années 60, et remplacé par un sosie, au moment où les Beatles étaient au niveau de leur gloire. Donc, les 2 premières, ce qui est intéressant, se base sur 2 événements que tout le monde a à l'époque vu ou entendu, très rapidement. L'homme sur la Lune, les gens ont pu le voir en direct. Moi, j'ai demandé à mes parents, ils se souviennent encore où ils étaient. Ils avaient la vingtaine, ils se souviennent exactement où ils étaient au moment où ils ont vu l'homme sur la Lune. Donc, et ils se rappellent exactement où ils étaient quand ils ont appris le lendemain dans le journal la mort de Kennedy. Parce que c'était une figure importante, ils se souviennent de ça. Donc, c'est des événements qui ont marqué et malheureusement, quand on prend ce genre d'événement, qui est vu par des millions, voire des milliards de personnes,
ou que les millions ou des milliards de personnes le sachent très vite, en moins de 48 heures, quasiment tout le monde le sait, bah, c'est malheureux, mais la probabilité qu'il y ait des théories du complot qui sortent sont pas étonnantes. Il se peut très bien qu'un type en Uruguay, un autre en Russie, un autre, je sais pas, en Australie, un autre commence à développer des théories du complot. Ils ne se connaissent jamais. On parle d'une époque, à cette époque-là, où il n'y avait pas Internet, ils se connaissent jamais, ils se rencontreront jamais. Peut-être qu'ils arriveront aux mêmes conclusions parce que souvent il y a une certaine facilité. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, bah, ces personnes-là, elles vont jamais se connaître, jamais se rencontrer, et on va avoir plein de petits maillons qui vont développer cette théorie, parce que le bonhomme peut en parler à un autre qui va être convaincu, etc., et créer des groupes uniformes. Tandis que celles sur Paul is Dead, ça parle pas d'un événement que tout le monde aura vu, dans lequel McCartney aurait eu un accident. On ne sait même pas, les complotistes ne sont même pas d'accord sur quand a eu lieu l'accident. Donc, ce qui est quand même fantastique. Certains sont plutôt d'accord pour dire c'est à peu près là, à peu près à telle date, mais d'autres disent non. Ce qui n'est pas le cas dans Kennedy. Kennedy, je pense que tout le monde va dire il a été tué là, à moins qu'il y en a qui pensent qu'il y a un sosie et qu'il a été tué avant. Bon. Mais, je veux dire, il y a un consensus sur le truc. Tandis que là, ça est parti de rumeurs. D'une rumeur, et petit à petit, cette rumeur s'est amplifiée, et que 2 ans plus tard, il y a un DJ à la radio qui a commencé à dire ah, mais il y a des indices dans ta pochette d'album, la pochette d'Abbey Road où les Beatles marchent, donc il a trouvé toutes sortes de trucs. Il y a des trucs qui peuvent paraître troublants pour quelqu'un de naïf, de quelqu'un de peu, mais il y en a certains, c'est totalement tiré par les cheveux, voilà, non mais, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une théorie qui date de 67 a quand même réussi à aujourd'hui exister, et importante au point même qu'en 93, on est 3-4 ans après le début du web, donc la création du web par Tim Berners-Lee, Paul McCartney a fait une parodie d'album dans lequel il montre, il fait parodie Paul is Dead en Paul is Live. C'est un jeu de mots pour ceux qui ne parlent pas anglais, live vivant et live en concert. Donc c'est pour dire l'importance. Cette théorie du complot a réussi à se propager sans avoir Internet. Donc une théorie du complot et même des fake news peuvent se propager sans avoir besoin de quelque chose, Internet ou autre chose qui permet de faire passer un message très rapidement et qui permet que tout le monde en quelques heures dans un pays soit au courant. Donc c'est ça qui est intéressant de remettre un petit peu dans le contexte de ça. Internet est un formidable amplificateur. Ça va multiplier les théories du complot, ça va multiplier les trucs, mais on n'a pas uniquement besoin d'avoir Internet pour répandre des théories du complot. Et je suis sûr que même en 1500, 1600, on en faisait déjà. Je veux dire, je donne des cours sur la donnée. Et je dis aux étudiants, depuis quand on trafique la donnée? Depuis quand on manipule la donnée? Quand je dis manipuler, c'est dans le sens malveillant du terme. Parce que manipuler de la donnée, ça peut avoir un autre sens. Ça veut dire des jeux de données dans lesquels on les arrange pour leur donner sens. On parle dans le sens malveillant du terme. Mais en 1492, on découvre évidemment l'Amérique. Enfin, le terme n'est pas le bon puisque c'est le terme qu'on utilise pour que les gens comprennent. Donc Christophe Colomb arrive, je crois que c'est à peu près le 10 octobre ou le 10 novembre sur l'île, je sais plus quelle île, bref, il arrive là. Et évidemment, pour les Européens, tout change. Et il y a 2 puissances à l'époque, l'Espagne et le Portugal, qui veulent se partager le monde. Le Portugal avait la bénédiction du pape pour partager une partie du monde, parce qu'en gros, ils évangélisaient. Donc le pape était content, il disait, vous évangélisez. Bon, c'était généralement assez violent, ils n'hésitaient pas à tuer les populations, tout ça. Faut pas éclipser ça. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que quand on a découvert ce continent, donc certes, c'était pour le compte de la couronne espagnole, si c'est pas de bêtises, et donc forcément, les autres ont dit non, nous, ce qu'on veut, c'est une partie du monde, il faut diviser le monde en 2, c'est nous qui l'avons découvert. Et petit à petit, ils ont essayé de faire un traité qui s'appelle le traité de Tordesillas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont divisé le monde en 2. Évidemment, à un moment, le pape était espagnol. Donc les Portugais étaient pas trop contents. Ça ferait une véritable série Netflix, ce truc-là. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment, ils ont découvert des îles qui s'appelaient les îles Moluques. Les îles Moluques qui avaient des épices. Les épices, à l'époque, c'était vraiment la richesse, le truc que tout le monde voulait avoir. On savait pas exactement où elles étaient. Elles sont actuellement en Indonésie. Donc, les petites îles en Indonésie. Et chacun trafiquait les cartes pour faire croire que les îles Moluques étaient de leur côté. Donc les Espagnols faisaient des cartes dans lesquelles on avait un océan Pacifique immense, dans lequel on avait au bout les îles Moluques de leur côté. Les Portugais, eux, étaient beaucoup plus rusés, même pervers, parce qu'ils faisaient une carte dans laquelle le monde est en cercle. Il y avait les îles Moluques de ce côté-là, donc de leur côté, et ils disaient aux Espagnols, si vous voulez aller aux îles Moluques, vous êtes obligés de passer donc par l'Afrique,
remonter vers Madagascar et aller vers les îles et vous entrez dans notre territoire, ce qui est inacceptable. Ce qu'il leur disait, il n'y a pas de possibilité d'aller vers l'Amérique du Sud, c'est le Cap, je sais jamais, le Cap Horn, ou je les confonds tous, Cap ou Cap de Bonne-Espérance, bref, et après remonter donc passer par l'Argentine, remonter vers le Chili, l'Australie, et remonter techniquement, c'est possible, ce serait peut-être plus long, mais ce qu'ils voulaient dire dans leur carte, il n'y a pas de moyen, donc ça sert à rien d'y aller, ils essayaient vraiment de manipuler les opinions. Ouais, et donc c'est très intéressant de voir que finalement, comme tu le dis, les fake news, le fait de faire disparaître même des gens, des images, ce genre de choses, ça existe depuis très longtemps. Oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils informatiques permettent à beaucoup plus de gens et avec, je pense, beaucoup moins de capacité, il y a moins besoin de compétences techniques pour faire ça. C'est clair. Vois la facilité maintenant, par exemple, avec certains outils d'IA, il y a juste à sélectionner la personne qu'on veut plus et hop, elle disparaît automatiquement. Et donc c'est vrai que ça devient assez impressionnant. Enfin, ça fait vraiment un amplificateur de tout ça, mais c'est important de préciser, comme tu le dis, que c'est des trucs qui ont toujours existé, ou en tout cas ça fait très très longtemps. Et autour justement de ces fake news et aussi des théories du complot, du coup, est-ce qu'il y a un peu des enjeux, disons, géopolitiques, certains pays qui auraient justement intérêt à faire croire des choses fausses à la population d'autres pays ou ce genre de choses? Clairement, de toute façon, on est dans énormément de géopolitique. On a vu des campagnes de désinformation menées par d'autres pays dans certains pays pour influencer des élections, c'est le grand classique, ou même à l'intérieur d'un pays. On a souvent le mythe un peu des méchants Russes qui viendraient faire de la désinformation partout. C'est très caricatural. Il y a énormément de désinformation qui vient de Russie. Il y a des campagnes très importantes qui viennent de Russie, mais dire quand il y a une campagne de désinformation, c'est la Russie. Moi, je vois des gens qui disent c'est la Russie. Non, il faut aller enquêter, il faut aller réfléchir. Oui, la Russie en fait beaucoup. Il y a des chances que ce soit la Russie, des fois il n'y a pas de chance. C'est exactement quand dans certaines arnaques ou dans certains trucs, les gens disent il vient de tel pays parce que c'est un type d'arnaque. Je dis non, regarde le type d'arnaque qu'il fait. C'est pas dans ce pays qu'on fait ce type d'arnaque, donc il vient d'un autre pays. Donc il faut un peu parfois réfléchir et essayer d'analyser quelles informations on a, d'où ça vient, et aussi les failles, parce que plus une personne ou un groupe ou un ensemble de personnes va essayer de faire de la désinformation, plus il y a un moment où il va y avoir des failles. Parce que plus on produit de choses, plus potentiellement on est amené à faire des failles, des erreurs. Si on publie qu'un seul truc, il y a moins de chances. Mais donc forcément, et petit à petit, il y a beaucoup de médias qui essayent de débunker, aussi des spécialistes comme moi qui essayent d'aller débunker, d'essayer de comprendre d'où ça vient, de reposer tout à plat. Quand on a une fausse information, on essaye de se dire, bon, ok, on repose tout à plat, on reprend tout le chemin, on essaye de retrouver l'image la plus ancienne, si c'est une image, on essaye de regarder si c'est un outil qui nous permet de détecter si c'est une image venant d'une IA, etc. On utilise plein d'outils qui vont nous permettre d'aller réfléchir, ce qu'on appelle notamment l'open source intelligence. Moi je donne des cours là-dessus, c'est-à-dire notamment dans des écoles de cybersécurité, j'en ai la semaine prochaine, et le principe pour que les gens comprennent un peu bien, c'est toutes sortes d'outils qui vont permettre de trouver toutes sortes d'informations sur une personne. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a des sites, on met sa photo, sa propre photo, et on retrouve plein de photos de vous sur plein de sites différents. Même une fois, j'avais fait le test avec des vidéos de caméra surveillance, qui retrouvent la personne en 2 secondes, savait qui c'était, qu'ils avaient un chien, quel était leur métier, quel était leur truc, c'est pour montrer un peu le truc. Donc, c'est tous ces outils, moi, que j'utilise pour essayer de dire, attends, qu'est-ce qu'on voit dans l'image? Qu'est-ce qu'on a? Des fois, il faut simplement raisonner. Des fois, il n'y a même pas forcément besoin d'outils. Il suffit de regarder qu'est-ce qu'on voit dans l'image. Ah tiens, on voit une tour Eiffel. Ah, c'est peut-être à Paris. Attends, c'est peut-être pas la tour Eiffel de Paris. C'est bizarre. C'est peut-être à Las Vegas. C'est peut-être en Chine. C'est peut-être ailleurs. Donc, c'est tous ces outils qui vont nous permettre justement d'aller un peu reposer à plat et justement d'essayer de comprendre et d'éviter l'emballement de tous les gens qui disent, mon Dieu, il se passe ça, mon Dieu, il se passe ça. Non. Calme, on reprend tout, on recherche, parfois on trouve pas. C'est souvent ce qui est très compliqué, c'est quand on cherche, on ne sait pas si on va trouver. On a des outils, on sait à peu près quel outil, parce qu'on voit le contexte, on sait quel outil on va utiliser, mais on n'a pas la garantie qu'on va retrouver quelque chose. Mais pour donner un exemple très simple, je crois que c'était des images une vidéo qui venait en Iran. Les journalistes ont pu prouver que c'était pas en Iran, ils ont pu prouver que c'était, je sais plus dans quel pays d'Asie du Sud-Est, et ils ont retrouvé l'endroit exact.
pour dire que non, c'était pas une révolte en Iran, mais c'était plutôt un problème de gang ou de deux quartiers qui s'entendaient pas et qui avaient... Voilà, et ils le retrouvaient en quelques secondes parce qu'ils savent trouver, ils savent chercher. Mais parfois, pour chercher des choses, on y passe des heures et des heures. Oui, puis des fois ça va assez loin. J'avais vu là récemment, il me semble que c'est Le Monde qui avait sorti une enquête où des gens faisaient des fausses manifestations pour faire croire qu'il y avait un certain mouvement social par rapport à ça, alors que c'était pas le cas. Ou de manière générale, j'ai trouvé assez intéressant, typiquement la guerre qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, où on voit que beaucoup de médias justement complotistes viennent reprendre finalement le narratif russe et puis le narratif russe qui essaye de toucher justement ce genre de personnes pour être un peu défendu. Et donc je trouve ça assez paradoxal parce que souvent, ça va être des gens justement qui vont dire on se laisse pas manipuler par les médias officiels, on réfléchit par nous-mêmes, etc. Et puis en fait, c'est mot pour mot la communication du Kremlin, quoi. C'est ça, bah oui, c'est terrible ces gens-là qui ne se rendent pas compte qu'ils se font manipuler, ils sont persuadés d'avoir le savoir. Mais ou qu'il y a un État pédosataniste. Il y en a vraiment des gens qui sont persuadés qu'il y a des démocrates, je ne parle pas aux États-Unis, qui sont mangeurs de bébés. Je veux dire, c'est quand même extrêmement inquiétant de voir tous ces gens-là. Après, le problème, c'est que certaines théories du complot se sont révélées pas être des théories du complot, et on a tout fait pour que ce soit classé ce que Snowden, tout ça avait révélé. Ouais. On disait que c'est des théories du complot. Donc c'est un peu aussi embêtant, mais il faut savoir faire la part des choses, il faut savoir un peu, j'ai envie de dire, activer son cerveau, aller réfléchir et aller essayer de comprendre. C'est le même principe, c'est malheureusement le même principe qu'on a dans les arnaques. Pourquoi énormément de gens, ce que je dis, généralement, pourquoi énormément de gens se font avoir par les arnaques, et aussi par les fake news. Déjà par les arnaques, c'est parce que c'est plutôt pas trop mal fait. C'est suffisamment pas trop mal, je dis pas bien, pas trop mal fait justement pour qu'une personne dans l'état où elle est, elle se fasse savoir, elle est vulnérable, elle est en stress, elle a besoin d'un truc. Et généralement, c'est de presser, de paniquer quand on vous dit... je pense au fameux mail, attention, je suis le commissaire Trucmuche, vous avez été allé sur un site pédopornographique, on va vous arrêter. Voilà, les gens ont peur, ils paient. C'est souvent ces grands classiques-là. Et malheureusement, c'est pareil, une bonne fake news, c'est le reflet de ce qu'on est capable de croire, sans se poser de questions, qui va tout de suite susciter nos émotions. Un exemple tout simple, c'est pas une fake news, mais c'est pour montrer le mécanisme. Il y a peu, je vois quelqu'un qui... Vincent, le fondateur de NordPress BE, Vincent Flibustier, je sais plus son nom, qui avait parlé d'énoncer le nouveau magazine qui avait sorti, le premier magazine qui avait sorti l'humoriste, enfin, je ne peux pas appeler ça un humoriste, le complotiste Bigard. Marie Bigard avait sorti un magazine, et il montrait que dans le magazine, je vais faire soft, parce que c'est quand même assez hard, je peux dire. Dans le magazine, il dénonçait qu'il y avait des photos à poil de Jennifer Lawrence qui viennent d'un leak iTunes, ou d'un leak iCloud, pardon. Ces photos, elle les a considérées, la publication de ces photos, qui était évidemment sans son consentement, je précise, ça paraît évident, mais je précise, elle a vécu ça comme un viol. Elle précise ça, c'est ses propres mots, et ils l'ont publié dans le magazine. Sauf que beaucoup de gens, en voyant ça, ont dit, Flibustier, maintenant il est un peu plus sérieux, il fait beaucoup de promotions, de choses. Et beaucoup de gens n'ont pas cru que c'était vrai, ils ont cru que c'était un canular, qu'il faisait un canular. Je lui dis non, je pense qu'il ne se permettrait pas de faire un canular, il faut juste aller vérifier. Voilà, et je suis allé vérifier. C'est au moment du Covid, je pouvais pas sortir. Donc, quelqu'un qui m'a dit, je vais dans un kiosque à Presse. Il m'a trouvé la page. Donc, il m'a trouvé la page dans laquelle on avait bien la confirmation avec une phrase que je ne dirais pas qui est absolument encore plus à vomir. Et donc, on a pu... Mais beaucoup de gens n'ont pas cru parce que ils se sont dit non. Quand même, même un complotiste, un crétin comme lui, va quand même pas publier des photos volées, tout ça. C'est pas possible, les gens ils n'y croyaient pas parce que on est capable de croire certaines choses, mais quand c'est trop gros, on se dit non, c'est quand même pas possible, ça peut pas être ça. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour se justifier, ils ont dit les photos elles sont partout sur internet, dont on les a mis dans un magazine. Donc après, collaboratif, on a essayé de retrouver les avocats et l'agent de Jennifer Lawrence. On voulait pas la contacter elle, mais que ses avocats puissent justement
se saisir de l'affaire, et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un référé, donc c'est-à-dire la justice intervient très rapidement. Ils ont interdit le magazine, ils ont dû payer une amende. Je crois que l'amende leur revenait plus cher que tout ce qu'ils avaient pu gagner avec le magazine. Et à un moment, Bigard disait, ouais, il y en aura un numéro 2. Bah, je pense pas, et tant mieux. Parce que ce genre de truc, ce genre de torchon, voilà, pardon du terme, mais à partir du moment où on met des photos, mais voilà, comment des fois on peut voir des trucs qui nous paraissent totalement, qui sont vrais, qui peuvent nous totalement crédibles. C'est pour ça pourquoi certains trucs du Gorafi au début marchaient, parce que les gens connaissaient pas le Gorafi, et je faisais avoir parce que ça paraissait suffisamment crédible. Même pour des gens qui sont pas complotistes, même pour des gens, c'est le reflet. C'est pourquoi on a énormément de faux comptes sur Internet politique. Parce que comme on a des partis extrêmes, je veux dire opposés, vraiment très très opposés, extrême gauche, extrême droite, et certains, par exemple, à l'extrême droite ne connaissent pas comment fonctionne quelqu'un d'extrême gauche, ils peuvent se faire des faux comptes qu'on faire de la désinformation. J'ai eu en 2021, j'ai une amie donc sur Twitter qui est militante, qui se retrouve à avoir... Juste au niveau des faux comptes militants, on en parle dans quelques secondes. Je vais quand même rebondir sur quelque chose que tu as dit, que je trouve vraiment intéressant. C'est, en fait, finalement, les fake news et les théories du complot, ça pose un problème dans le sens où on va croire des choses qui sont fausses, mais en fait, ça pose aussi un problème dans le sens où on va douter de choses qui sont vraies. Où il y a des choses qui sont, par exemple, des vrais complots, ou des choses qui paraissent être des fake news alors que c'est des vraies news, et puis on va commencer à en douter et à plus savoir vraiment ce qu'est le vrai du faux. Et on peut voir quand même qu'il y a pas mal de choses, comme tu le disais, par exemple Snowden, on voit aussi que il y a plein de lobbies qui influencent tout, il y a de la publicité, enfin les gouvernements qui peuvent mentir, de la propagande de guerre, enfin il y a plein de choses et qui pourraient être assimilées à des théories du complot. Donc à quelque part, comment est-ce que toi tu as des outils justement pour différencier à quelque part les vrais complots des faux? C'est souvent assez compliqué parce que on connaît pas tout. Moi, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai aucune idée, j'ai aucun avis parce que j'ai pas eu le temps d'explorer. Mais faut aller regarder, qu'est-ce que disent les fact-checkers. On peut aller regarder des choses comme ça. On peut regarder, s'informer, essayer de comprendre. Est-ce que ça paraît dans l'état des connaissances, est-ce que ça paraît logique? Est-ce que ça paraît logique? Est-ce que un État est en capacité techniquement de faire ça? Est-ce que ça paraît crédible? Qui l'a relayé? Si on voit que c'est un type c'est le grand classique. À un moment, on a annoncé que le pape avait été arrêté pour 5 ans, je sais plus combien de charges. Il suffit de regarder très vite qui est la source d'origine. C'est quelqu'un qui avait annoncé il y a 6 mois qu'Obama avait été arrêté, donc, et qui est connu pour être proche des QAnon. Donc là, je veux dire, c'est simple, c'est merci, au revoir. Faut savoir déjà quelle est la source. Moi, quand je vois un truc, je regarde qui est la source d'origine, et si c'est un complotiste, après, des fois, on peut se dire peut-être qu'un complotiste a tombé sur un truc vrai, mais 99,9% de ce que disent les complotistes, c'est un ramassis de complotisme, quoi. Ouais, puis ce qui est compliqué, c'est que parfois les gens qui vont aller dans ce narratif-là, etc., sont des experts ou des expertes reconnus, quoi. Comme, je sais pas, par exemple Didier Raoult lors du truc de Covid-19 ou d'autres. Et d'ailleurs, même ceux qui sont pas tant reconnus que ça vont beaucoup jouer là-dessus, comme un Idriss Aberkan ou comme ça. Et donc, si on est dans son narratif à lui, on se dit, a priori, c'est quelqu'un de très compétent. Enfin, c'est des gens qui ont beaucoup d'études, beaucoup de reconnaissance, etc. Et donc, c'est important de voir aussi, du coup, qu'est-ce qu'en pense la majorité de leurs collègues, s'ils sont reconnus, etc. Mais c'est vrai que pour quelqu'un, a priori, il n'y a pas tellement de différence entre un Idriss Aberkan ou un expert vraiment ultra clair sur son sujet. Donc ça peut être difficile de savoir a priori, quoi. Oui, c'est souvent compliqué. Et puis on est noyé dans une masse d'informations avant de savoir qu'un tel... on voit que déjà on peut aller regarder si la personne est vraiment ce qu'elle dit. Parce que c'est facile, n'importe qui peut dire sur Twitter qu'il est... c'était la fameuse blague du... Je sais plus quel dessin humoristique, n'importe qui sur... personne ne peut savoir que je suis un chien. C'est un chien qui discutait sur Internet et il disait personne ne peut savoir que je suis un chien. Pour comprendre que on peut très vite, il est très facile de monter un réseau, de partir de zéro, sans avoir d'argent, sans avoir de choses. Mais même un exemple, c'était deux
on va dire deux youtubeurs, Archie, je sais plus l'autre, j'ai oublié le deuxième, ils avaient pris des photos d'un pigeon dans la rue et ils avaient monté un compte en disant qu'ils faisaient croire qu'ils avaient un pigeon domestique. Bon. Et ils ont payé une fortune pour avoir des faux followers sur sur Instagram. Ils ont dû peut-être payer, je sais pas, plusieurs milliers d'euros pour avoir 50 000 followers qui étaient des vrais followers réels, crédibles. Et après, ils ont pu entrer à plein de concerts avec un pigeon. Ils ont loué un pigeon domestique et ils ont piégé les gens. Donc je veux dire, pourquoi je parle de ça? Parce que je me dis que quand justement ce qu'on disait là, à partir du moment, même sans avoir beaucoup de moyens, là ils ont mis de l'argent. Mais ils auraient pu très vite essayer de créer le buzz avec des fausses images de pigeons et ça aurait été plus lent. Mais déjà, un État, on voit bien qu'un État a énormément d'argent, dépenser des milliers, c'est pas un problème. Et puis, le truc, c'est que on n'est pas obligé, on peut partir de rien pour faire croire qu'on est professeur machin, professeur bidule. Les gens iront pas vérifier, parce qu'on font certains faux profils. Ils posent des choses, ils savent que les gens vont même pas aller vérifier. Ils mettent un faux site qui est même pas réservé. Ils parlent d'une fondation. Donc, les gens disent, ok, ils ont une fondation, mais ils savent que la plupart des gens vont pas aller vérifier. C'est parce les gens sont dans un tel narratif dans lequel ils sont persuadés que c'est vrai. Donc, quand on leur dit une information supplémentaire, ils vont pas aller la vérifier. Et ils vont être encore plus en confiance. Et la plupart ces faux profils savent très bien comment agir. Ils savent très bien que, je peux dire que j'ai une fondation, je peux dire que je suis militant à un truc que 99% des gens n'iront pas vérifier. Et puis, on voit aujourd'hui quand même émerger plein de nouveaux outils, notamment du machine learning, d'intelligence artificielle, etc. Et surtout des intelligences artificielles génératives qui créent du contenu. Je pense par exemple à des IA comme Midjourney qui arrivent à faire des images, potentiellement du coup des fausses images. On a vu le pape avec une doudoune et Donald Trump au milieu de la foule ou ce genre de choses. Et puis, il y a aussi des IA plus textuelles, par exemple, comme ChatGPT, qui peuvent écrire potentiellement ce genre de fake news, etc. À ton avis, comment ce genre d'IA générative, justement, vont impacter les fake news? Est-ce que, toi, c'est une crainte que tu as, que ça pourrait potentiellement augmenter tout ça, ou pas particulièrement? Il y a un risque que ça augmente, il y a un risque que ça se propage, mais il y aura des fact-checkers qui seront derrière pour vérifier. Mais malheureusement, ça va s'impacter de plus en plus. Je vais dire un truc totalement basique qui est l'évidence même. Mais avant qu'on ait ces outils-là, avant le meilleur moyen de faire, quand on voulait faire une fake news dans laquelle ça impliquait une image, la fake news était l'image, il y avait deux moyens. Soit on utilisait un outil de retouche d'image, type Photoshop, type quoi que ce soit, ou on utilisait une image qu'on sortait de son contexte et qui pouvait correspondre à notre narratif. Je sais pas, on voulait faire croire qu'il y avait une guerre dans tel pays, on pouvait ressortir une image du tel pays il y a 5 ans, où il y avait la guerre, voilà. Mais là, il y avait deux moyens de vérifier. Quand on avait pour le deuxième, donc l'image sortie de son contexte, il suffisait de faire une recherche inverse d'image, d'essayer de retrouver, et on retrouvait. Pour le premier, pardon, parce que le premier, ou justement, quand c'est photoshopé ou n'importe quel autre outil, il y a des outils, si on a l'image d'origine ou qu'elle n'a pas été trop dégradée, c'est pas trop une capture d'écran parce que là on va perdre des données, il y a des outils qui vont permettre de voir que telle partie de l'image a été rajoutée, telle partie de l'image a été enlevée, effacée. Il y a plein d'outils. Ces outils-là vont pas dire ah tiens c'est ça qui est pas dans l'image, c'est à nous d'aller bidouiller les outils, de les connaître, de bidouiller les outils dans ce grand outil pour savoir qu'est-ce qui va pas dans l'image et d'aller tout de suite repérer qu'il y a quelque chose dans cette image qui va pas. Et forcément, ça nous donne des clés. Mais là, ce qui est plus compliqué quand on a des images générées par l'intelligence artificielle, c'est que aucun de ces deux outils nous aide. Sauf si l'image a été publiée au départ comme une blague, on peut essayer de la retrouver, via de la recherche inversée, faire plein de choses. Mais ça reste compliqué. C'est ce qui s'est passé. On a une image d'un homme qui a été soi-disant violenté par la police. Qui a fait un peu le tour d'Internet, enfin en France, sur Twitter, qui a été repris. La personne au départ a fait ça pour montrer tout ce qu'elle a été capable de faire avec les outils de Midjourney. Et après, je ne sais pas comment, ça a été détourné et sorti de son contexte. Par plein de gens qui se sont fait avoir des pseudo-médias
voilà, qui se sont fait avoir par cette image-là, qui retweetaient plein de choses. Et comme c'était suffisamment pas trop mal fait, les gens se sont fait avoir et puis il y a toute une émotion. Comme je disais, une fake news qui marche, c'est l'émotion. On est touché avant que la raison vienne. Et cette image-là a énormément marché. Et l'AFP a réussi, en prenant énormément de temps, à trouver. Moi, j'ai cherché aussi, je n'avais pas tant de temps que ça, mais eux, ils ont dû passer un temps fou pour retrouver l'origine de l'image. Et après, quelqu'un leur dit, mais attends, je sais qui l'a fait. Parce qu'ils ont trouvé, l'image était croppée, ils ont retrouvé l'image en entier, et après, il y a quelqu'un qui est venu, mais attends, c'est mon pote qui a fait ça, et ça a été assez compliqué. Et ce qu'on a été expliqué, plusieurs experts, moi et d'autres, on a expliqué qu'est-ce qui allait pas dans cette image à l'AFP. On a été interrogé par l'AFP, on a un peu expliqué ce qui allait pas dans l'image, parce qu'il y avait plein de défauts. Et le problème, c'est que on a des outils qui aujourd'hui sont capables de reconnaître une fausse image de Midjourney sans trop se tromper. Ça peut nous donner des idées, ça peut être une indication, mais problème, si c'est une image qui vient d'un autre, qui est pas Dali, qui est pas Midjourney, qui est pas quoi que ce soit, il va avoir du mal à le reconnaître pour l'instant, à cet instant T. Mais imaginons que Midjourney ait une nouvelle algorithme totalement nouveau. Je suis pas sûr que le site soit capable. Le site en question, c'est pas pour faire de la pub. Je suis pas partenaire, ça s'appelle Hive Modération. Eux, pourquoi ils ont intérêt à ce que ça marche? Parce qu'ils proposent, c'est une vitrine, ce qu'ils proposent de vérifier les images et le texte. Pourquoi c'est une vitrine? Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils vendent, c'est, on va rendre le web plus sûr. C'est-à-dire, vous mettez des critères, et si par exemple, on voit que dans un forum, il y a quelqu'un qui a posté une image avec un pistolet, il est automatiquement capable de la détecter et de la supprimer. Donc c'est ça le principe. Donc ils ont intérêt à ce que leur outil de Midjourney, pour détecter une image de Midjourney, marche. Parce que si ça marche pas, on se doute bien que personne va acheter leur outil. Et j'ai pu le tester avant que le grand public s'excite sur cet outil-là, et c'était catastrophique les résultats. Je vous montrais des images de Midjourney, il était incapable. Par contre, quelques semaines après, ça marchait, c'était incroyable. Ils ont réglé l'algorithme, j'ai fait plein de tests différents. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont mis les images les plus connues du pape, machin. Il leur dit, reconnais que ça c'est non. J'ai fait des tests avec des images qui venaient juste sortir tout juste de Midjourney. Non, ils les reconnaissaient. Et puis, on a eu une image récemment qui a affolé la bourse. C'était une image c'était le Pentagone, je sais plus, le Pentagone ou je sais plus quel bâtiment. Oui, c'était le Pentagone en feu. Je l'ai mis dans un outil. Il m'a dit, c'est pas une image générée par intelligence artificielle, alors que celle-là, et qu'on le voit à l'œil, on voyait qu'il y a plein de trucs qui allaient pas. Mais c'était là, pourquoi il l'a pas vu? Parce que c'était un outil qu'il connaissait pas. Très probablement peut-être un Bing ou un truc. Donc on savait déjà, si on voulait chercher, ça pourrait nous donner une indication qu'il faut pas chercher sur Midjourney, qu'il faut pas chercher sur Dali, qu'il faut pas chercher sur un truc, mais autre chose. Et donc il faudra regarder quels étaient les autres qui sont capables de faire un truc aussi crédible. Parce que beaucoup sont pas capables d'être au niveau de cette image-là. Donc il fallait aller chercher, ça pouvait nous donner des pistes. Ces outils sont bons, faut pas les prendre tels quels. Moi je vois certaines personnes qui disaient, ça sert à rien d'aller apprendre à reconnaître à quelqu'un une fausse image. Notamment le problème avec les doigts, des doigts assez bizarres. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'il est important d'apprendre actuellement comment une fausse image est pour que les gens puissent la reconnaître. Et tout en leur disant, attention, peut-être que dans une semaine, ce que je t'ai appris, c'est plus valable. Et pour qu'ils soient justement méfiants. Et je pense qu'il est important d'être méfiant parce qu'on voit n'importe quelle image, on peut très vite se faire avoir, très vite. Il suffit qu'il est bien cadré pour pas qu'il y ait de main, pour pas qu'il y ait de trucs, où il n'y a qu'un visage, et là, où on recroppe dans l'image, et hop, le narratif est beaucoup plus percutant, parce qu'il y a moins, comme je dis, plus l'image va être grande, plus il va y avoir de défauts. Et plus il va y avoir de défauts, plus on va se rendre compte que c'est un fake. Et puis aussi, surtout, une chose que je conseille, regardez s'il n'y a pas un hâte sur l'image. Des fois, il y a des gens qui mettent leur crédit à eux. Et des fois, il y a des gens qui cherchaient des images comme ça, même des spécialistes qui analysent l'image, je leur dis, mais attends, il y a un hâte. Ah, mais merde, je l'ai pas vu, j'étais pas concentré là-dessus. En 2 secondes, on a pu retrouver qui c'était, et parce que il y avait cette information, et de voir que la personne était un artiste, c'était un moment artiste pro-Trump, qui faisait plein d'images. Il disait que c'était de l'IA, il n'y avait aucun problème à la gloire de Trump. Il le disait, les images n'étaient pas à prendre comme des véritables images de Trump. Et évidemment, l'un des fils de Trump l'a partagé, sans dire que c'était une image par IA, sans dire machin. Évidemment, plein de gens se sont excités et ont cru que c'était une véritable image. Ouais. Ouais, ce qui est... Enfin, j'ai entendu effectivement pas mal de gens dire justement que finalement ça va pas poser tant de problèmes parce que il y aura d'autres IA qui seront capables de détecter, que c'est des IA, etc. Notamment avec les deepfakes, comme quoi il y aurait toujours des choses qu'on pourrait détecter, etc.
Mais après, je sais pas si on va pas arriver quand même à un moment où, justement, ça sera tellement avancé que ça sera quasiment impossible, même pour d'autres outils informatiques, de détecter si c'est fait par une IA ou pas, quoi. Oui, mais moi j'ai envie de dire, les outils d'IA, de manipulation, d'IA, deepfake, tout ça va s'améliorer de plus en plus. Il n'y a pas de raison que les outils de détection ne s'améliorent pas de plus en plus, parce qu'on va avoir des machines de plus en plus puissantes, on va avoir aussi ça. Après, ce sera peut-être beaucoup plus difficile. Et malheureusement, ce sera beaucoup plus simple d'envoyer un truc, d'envoyer une fausse... Moi, ce que je pense, c'est que ça va être beaucoup plus simple d'envoyer une fake news qui va commencer à se répandre. Et après, le temps que des médias, des gens la démontent ou des spécialistes la démontent en expliquant, ça aura fait des dégâts. Donc on aura beaucoup plus de dégâts. Et puis il y a certaines personnes qui vont même pas être touchées par la vérification. Des gens qui vont être bernés comme ça va aller dans le sens de leur comment de leur croyance. Je parle pas croyance religieuse ou quoi que ce soit, mais croyance de ce qu'ils sont capables de croire comme information étant vraie. Donc c'est ça, moi je pense que c'est le plus gros risque, que ça va être simple pour n'importe qui, avec très peu d'argent, même zéro argent, de propager une fake news et le temps que ça, voilà. Quelque part, la fake news, elle est déjà lancée, les dégâts sont déjà faits, et puis après, les médias, ils viennent derrière, et puis le truc aussi, c'est que beaucoup des gens, du coup, qui vont croire à cette fake news, etc., vont se dire peut-être, c'est un média officiel, ils veulent pas qu'on sache la vérité, ou je sais pas. Voilà, aussi, c'est aussi ça le problème. Et donc un autre problème dont tu parles souvent, c'est justement les faux profils. Du coup, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est pour les gens qui sauraient pas forcément, et puis du coup pourquoi, à quoi ils servent, et puis quel problème avec ça, quoi. Exactement. Alors moi je distingue différents types de faux profils. Il y a plein de faux profils qui vont avoir différents types. Il y a les faux profils qui ont pour but de faire de la désinformation politique. Il y a les faux profils qui sont là pour faire des arnaques. Donc, et là, j'en différencie deux types. Donc, il y a les arnaques qui sont donc les grands classiques de généralement proposer un job, proposer un travail. Et après, on a ce qu'on appelle, et on y reviendra sur le thème, les brouteurs qui font aussi des faux profils. Mais c'est pas le plus important là-dedans. Ils font énormément de dégâts, mais déjà, le plus important, la première chose, on va parler des faux politiques. Le principe, c'est de faire croire qu'on est d'un tel parti. Ça a commencé... Il y en a eu sûrement eu avant, en 2021, au moment de la primaire des Verts. On rappelle, je remets un peu dans le contexte, il y avait donc Piolle, il y avait Jadot, Rousseau, et j'ai oublié, il y avait une autre femme et un autre homme, j'ai oublié, bref. Bon. Et donc Jadot et Rousseau sont arrivés en tête au premier tour, donc c'est eux qui ont fait le second tour. Et comme Sandrine Rousseau est une femme de gauche, tout ça, elle a subi énormément d'insultes sexistes, de misogynes, toutes sortes de choses, par des comptes, soi-disant parodiques qui étaient juste racistes, sexistes, les pires. On peut évidemment critiquer les idées d'une personne, on peut dire que ses idées sont pas bonnes ou etc. Mais si c'est en utilisant des biais sexistes ou des biais psychophobes en disant qu'elle est tarée, cinglée, folle, je veux dire, ça fait pas avancer le débat. Faut avoir des véritables. Et donc, je vois un jour une amie qui me dit salut Victor, qui est anti-validiste, etc., qui me dit j'ai ce compte qui a parlé avec moi, elle est assez à gauche, donc elle me dit c'est bizarre, il m'a parlé, il dit de gauche et je me reconnais pas dans ce qu'il me parle, c'est très loin de mes idées. Je me dis, ce type est pas de gauche, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir le compte et je remarque une photo d'une personne qui affirme être à Sciences Po, qui affirme être à la France Insoumise. Bon, voilà, je vois le truc. Puis la photo m'interpelle énormément. Pour une simple et bonne raison que je vois une photo, je reconnais tout de suite une photo d'un outil qui s'appelle This Person Does Not Exist. Qui était avant Midjourney l'outil le plus utilisé par les arnaqueurs, les faux profils, pour avoir une photo de profil. On rappelle, c'est un outil... L'outil d'origine est mort, mais il y a plein de clones qui utilisent la même technologie qui sont disponibles en ligne. Et This Person Does Not Exist permet de générer une photo d'un visage qui n'existe pas à partir d'une base de données qu'il a appris à être capable de faire des visages. Et pour que les gens comprennent bien, c'est gratuit. Vous pouvez pas avoir deux fois le même visage, avoir le même visage de manière différente. Donc c'est juste un visage et il faut aller te faire
j'allais dire pomme R, commande R ou F5 pour à chaque fois réfléchir si vous voulez, par exemple, un homme ou une femme, bah, fallait, hop, on savait pas sur quoi on allait tomber. Donc on trouvait la photo, on la mettait dedans. Et là, qu'est-ce que je vois, ce qui m'interpelle, je reconnais tout de suite. Parce que j'ai l'habitude, même sur 2 cm sur 2 cm, je suis devenu spécialiste pour les reconnaître. Je reconnais le truc. Mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est dans le fond, je reconnais le logo de la France Insoumise. Le fameux phi, la lettre grecque. Donc je vois ce truc-là, je me dis, pendant 2 secondes, je me dis, qu'est-ce que c'est? Je me dis, ah bah c'est quelqu'un qui a pris une photo de 10 personnes, une photo, je reprends, de 10 personnes does not exist, qui a enlevé le fond et qui a mis un truc et c'est plutôt pas trop mal fait. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du temps à perdre pour faire ça. Et je me suis dit, il doit pas être tout seul ce troll. Je démonte, je regarde qui suit, je vois plein d'autres photos et je tombe sur un réseau de 5 ou 6 comptes qui sont de faux profils. Et là, je me dis, oula, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils font croire qu'ils ont une fondation, ils font croire qu'ils ont des liens entre eux, frères, sœurs, mari, etc. Bon, bref. Et ils font plein d'informations. Et je vois qu'ils tweetent, certains tweets, font des centaines de tweets par jour. Et j'étais là. Merde, c'est quoi ce truc-là? Je me suis rendu compte que j'étais tombé sur un truc énorme et j'ai alerté toute la communauté, plein de gens. Et mon tweet a pris énormément d'ampleur. Ces comptes n'ont pas du tout apprécié, donc ils m'ont fait un compte parodique. Donc je me suis dit, ça y est, je suis célèbre. Ça a été un échec total parce qu'ils ont eu que deux followers. Le compte n'est même plus actif, mais bon. Moi ça va, j'ai une chance tourneur, c'est que on peut me dire que je suis moche, que je pue des pieds, que je n'importe quoi, je m'en fous complètement. Je sais que certaines personnes, ça pourrait les détruire. Voilà, mais moi je m'en foutais complètement et puis ça m'amusait. Sur quoi ils vont m'attaquer? Je veux dire, tant qu'il n'y a pas du doxing, c'est-à-dire dire où j'habite, me menacer ou je sais pas quoi, moi je m'en fous. Et la meilleure réponse, c'est de les ignorer. Tout ce qu'ils veulent, c'est essayer de te blesser, tu les réponds pas, tu t'en fous, hop. Donc c'est à peu près ça. Et eux, ce qu'ils avaient fait à un moment, pour montrer jusqu'où ils allaient, ils faisaient croire qu'ils vendaient des livres, des faux livres, qu'ils avaient soi-disant écrits. Évidemment, de quoi on peut rire, je sais pas quoi, à l'heure du wokisme ou je sais pas quoi, j'ai entendu un livre pro qui était fait par des gens de gauche. Et le pire qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des photos de militants c'était de Grenoble, je dis pas de bêtises, pendant la municipalité en 2020. Et ils ont fait donc à Grenoble ils ont pris donc cette photo des militants qui posaient devant des affiches. Ils ont collé une fausse affiche qu'ils ont fait eux, photoshopé par-dessus. Ils ont flouté la tête des militants, ils ont remplacé leur tête. C'est-à-dire ils ont pris la tête des militants, ils l'ont enlevée, ils ont mis leur propre tête, sauf que le résultat devait être absolument horrible, donc ils ont flouté les photos. Donc reconnaissez la photo de cette personne de notre tête, et dit, vous voyez, on existe. Et avec les indices que j'ai eus et le synth, j'ai pu retrouver en 2 secondes qui étaient les personnes. J'avais quelques contacts chez les Verts et j'ai dit à cette personne, est-ce que tu peux m'aider? C'est probablement quelqu'un de Grenoble en commun, est-ce que tu peux regarder? Parce que c'était Grenoble en commun, c'était la liste des Verts et du PS. Et je leur dis, est-ce que tu peux regarder, voir qu'est-ce qu'on peut trouver pour prévenir cette personne qui puisse porter plainte. Et puis quelqu'un a vu mon message, il m'a dit, écoute, moi je sais qui c'est, normalement je ne donne jamais de nom parce que je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Là je te connais, je sais qui tu es, je te suis, je te fais confiance, je vais te donner les noms et les prévenir. Et donc les gens ont été prévenus, je crois qu'ils n'ont pas porté plainte, mais je voulais qu'ils puissent savoir qu'on volait leur image, c'est quand même extrêmement grave. Et après évidemment ils ont effacé toutes les images, sauf que j'avais tout sauvegardé dans les archives d'internet, dans les boîtes machines. Ça, c'est les premiers trolls qu'on voit. Aujourd'hui on a un groupe de trolls très agressifs, c'est des macronistes, des faux macronistes, qui se font passer pour des macronistes, qui sont beaucoup plus nombreux et tous les mois ou 2 mois, ils arrivent à faire un faux truc qui écrit tous les autres, je veux dire, d'autres personnes militantes qui ne sont pas macronistes parce qu'ils pensent que les macronistes sont capables de faire ça. Et eux, c'est un véritable fléau, voilà, c'est infernal. C'est ça actuellement qu'on a dans les trolls politiques. Après, on a un autre type de troll dont... Et donc là, juste pour bien comprendre, au niveau des trolls politiques, ils font ça quelque part pour décrédibiliser, du coup, en se faisant passer pour des militants, pour décrédibiliser en réalité le militantisme qu'ils prétendent défendre, quoi. C'est ça. Et mais surtout, c'est qu'un militant qui serait pas radical, qui connaît pas trop bien les idées, qui serait tenté de voter par le candidat le plus à gauche, pas le plus, ça veut pas dire le plus à gauche, mais le plus à même d'aller au second tour, va se dire non, je l'ai pas voté, et ça peut aussi faire baisser les voix. Et puis ça permet aussi de pas parler de vrais sujets. Que les gens disent alors, vous êtes pour ce truc-là? Il dit mais non, jamais. En fait, c'est le faux compte qu'il a fait. Et donc la quasi-totalité du temps, c'est quand même des vraies personnes qui sont derrière ces comptes. Oui, c'est des vraies personnes. Non. Là, okay. Non.
Par contre, dans les autres, ça va être plutôt des bots au départ. La fausse, je pense que beaucoup de gens, depuis Elon Musk avait promis, tuer les bots sur Twitter, les arnaques, on n'en a jamais autant eu. Il y a eu une attaque, je crois que c'était, juste regarder la date pour pas me tromper, c'était il y a à peu près, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, les gens ont commencé à être envahis de messages sur Twitter, de bots. On avait déjà eu en février, qui a commencé à liker. On comprenait pas la logique. Généralement, quand un bot like, il like certains trucs. Et là, certains trucs précis, un mot précis, un truc. On avait eu, il y a quelques années, j'avais mis le mot fourmi, j'ai eu 3 bots de fourmis qui avaient liké. Bon, il y a une certaine logique, sauf que là, on comprenait pas. Et ces bots sont revenus. Avec des nouveaux comptes, ils avaient toujours on savait que c'était même, puisque c'était quelques lettres, quelques chiffres, quelques lettres, toujours identiques, et j'ai reconnu certaines photos. Ils sont revenus. Et là, qu'est-ce qu'ils proposaient? C'était en gros un travail, de faire un travail. Travailler, de gagner, je sais pas, 500 € par jour en travaillant 20 à 60 minutes par jour. Ça pue l'arnaque, et je suis allé avec, donc j'ai pris mon téléphone, j'avais un faux numéro, un WhatsApp bidon. Faut jamais faire ça avec ses vrais numéros, je précise s'il y en a qui voudraient enquêter et faire ça. Et j'ai réussi à discuter avec la personne, à essayer de nous soutirer un maximum d'informations. Là, je savais que j'avais pas un bot. J'ai réussi à lui envoyer un lien sur lequel elle a cliqué pour savoir où elle est géolocalisée. Je savais qu'elle n'était pas en France ou en Europe. Il faut savoir que la donnée l'IP, donc l'adresse IP, est une donnée personnelle. En France, je ne pourrais pas faire ça. Je savais qu'elle était ailleurs, donc je me suis permis de faire ça. Et j'ai réussi à savoir qu'elle était donc dans une ville qui était à côté de Dubaï. Juste à côté, dans la banlieue de Dubaï. Et j'ai essayé d'avoir plus d'informations. Et c'est la première fois que je vois une arnaque où j'ai rien compris. Ce qu'ils me voulaient me faire. Ils se faisaient passer pour boulanger. Je me dis, si moi, qui suis un peu spécialiste d'arnaque, je comprends rien, je me dis, comment ils peuvent penser que des gens naïfs et vulnérables peuvent se faire avoir? Je veux dire, là, tant mieux, j'ai envie de dire, mais la raison pour laquelle les gens vont pas aller au bout de l'arnaque, c'est que on comprend rien. Et c'est ça le truc. Et donc ces bots-là, on en a de plus en plus qui font des arnaques et on sait ça va. Un autre, j'ai réussi à lui faire cliquer, ça a été un peu galère, il était en Corée du Sud. Donc il y avait plein d'endroits, plein de trucs. Et après, on a évidemment le grand classique, parmi les faux profils, qui sont évidemment les brouteurs. Alors, de mots, ce sont des escrocs qui sont principalement en Afrique de l'Ouest. C'est pas parce qu'ils sont en Afrique de l'Ouest qu'il faut tenir des généralités sur les Africains ou sur ces pays-là. Généralement, Côte d'Ivoire, Bénin, quelqu'un d'autre, Cameroun, pour les anglophones, Nigeria et Ghana. Après, il y a d'autres pays. Mais eux, ils font énormément d'arnaques au sentiment, à la fausse célébrité, à la célébrité. En gros, ils demandent de l'argent, ils demandent des cartes fans, plein de choses comme ça. Certains sont très très bons pour faire des arnaques. Moi, j'en ai vu qui ont des faux sites de banque. Je montre ça à des étudiants en cybersécurité. Ils regardent le site, ils disent ouais, il y a d'autres trucs bizarres. Ils disent ouais, il y a certains trucs bizarres là-dedans, mais ils se rendent pas compte. Ils disent pas, mais attends, c'est un faux site de banque. Ils se rendent pas compte que là, je savais qui était derrière, c'était un Béninois qui était donc à Cotonou, qui avait ces sites de banque. Et les gens ne se rendaient pas compte que, en fait, le site de banque était totalement bidon. Et en cherchant de l'information, on a pu retrouver une dizaine ou une vingtaine de comptes qu'il avait de banque. Et donc, pour bien comprendre, en fait, il y a malheureusement énormément d'arnaques. Et ces faux profils savent très bien utiliser. Et on voit, pour le sujet des brouteurs, énormément de gens qui vont donner 100, 200, 300 €. Et certains, on a eu encore une victime qui a donné 100 000 €. Il y a peu. 100 000 €, pas en une fois, mais en plein de fois, ils savent très très bien se faire. Moi, le brouteur, c'est mon sujet de prédilection. Je connais extrêmement bien le sujet, je pourrais en parler des heures. Je suis intervenu dans plusieurs émissions de télé, justement, pour un peu faire de la pédagogie. Parce que je pense qu'il est important de parler de toutes ces arnaques-là. Et j'en profite pour dire, pas uniquement toutes les personnes vulnérables, pas avec les personnes âgées. Parlez aux gens de ça, vérifiez les messages qu'elles envoient. Et si elles ont été en contact avec une victime, si vous êtes en contact avec une victime, qu'elle vous dit oui, j'ai compris, surveillez-la parce que le brouteur, c'est comme une secte, ça peut être sous emprise. C'est pareil, il y a aussi une autre arnaque, c'est le faux support Microsoft. Si vous avez vous naviguez sur Internet, vous tapez Gmail au lieu de Gmail ou sur un truc, vous vous trompez ou une pub, et vous tombez sur un truc qui vous bloque votre ordinateur, qui vous dit qu'il faut appeler un numéro, faut surtout pas le faire, c'est des centres d'appel. En fait, il faut juste redémarrer l'ordinateur de force. Et voilà, et il faut surtout pas appeler parce que c'est des gens qui vont arnaquer, ils vont même garder la main sur votre ordinateur. Et dès que vous l'avez tapé dans le truc en banque, peuvent vous piquer de l'argent. Moi, j'ai vu
j'ai un ami qui lutte contre ça et qui a fait ça. Et il a réussi à avoir accès à, soi-disant, la banque de la personne. Et il lui a pris 40 000 euros. En fait, c'était évidemment une fausse banque, tout était virtuel. Et l'escroc a cru qu'il allait pouvoir lui piquer 40 000 euros. Comme ça, parce qu'il voyait que la personne était totalement vulnérable, qu'elle avait soi-disant 2 millions d'euros sur son compte. Mais voilà, mais c'est important de vraiment faire attention à tout ça. Et on voit que les fake news, ça peut aussi profiter énormément aux escrocs, ça peut aussi énormément profiter à tous ces gens-là qui ils savent faire peur. Je veux dire, on vous dit qu'il y a un virus sur votre ordinateur, vous êtes méfiant. Voilà, mais c'est important de démontrer. Moi, j'ai des camarades comme Sento, Lalin, qui font énormément de boulot, Sento Lebesque, qui font énormément de boulot là-dessus, de prévention, qui vont aussi essayer de retrouver des victimes, essayer de faire tomber tous ces gens-là. Je pense que c'est important. Après, on a aussi plein d'autres personnes qui vont lutter contre les brouteurs. J'ai une amie qui s'appelle Broute-moi si tu peux, moi-même aussi, plein d'autres qui vont essayer de vraiment aller, faire de la pédagogie, montrer comment ça marche je pense que c'est, quels que soient les fake news, les arnaques, tout ça, faut faire énormément de pédagogie auprès des gens pour qu'ils puissent apprendre un peu à réfléchir par eux-mêmes et avoir tous les outils, moi je pense que tout ça, ça devrait être appris à l'école. Je veux dire, aller rechercher des informations. Certains peuvent dire, ouais, mais si t'apprends à un type à aller chercher des informations sur une personne, il peut aller la stalker ou la faire chier. Je veux dire, peut-être, mais la personne, elle saura elle-même se protéger. Si on apprend à tout le monde à se protéger, on est tous au même niveau. On est tous au même niveau et on fait attention. Les gens ne se rendent pas compte qu'à partir d'une simple info, on peut retrouver des informations. Moi, je discutais avec quelqu'un il y a quelques années, ça remonte en 2020. Voilà, je discute avec quelqu'un sur un site, bref. Je lui explique ce que je fais, je lui montre un peu ce que je fais. Et elle me dit, au moins, moi, je suis anonyme. Là, il y avait donc une photo d'elle, de sa bouche, et il y a un pseudo qui était le début d'un prénom. Si c'était par exemple Florence, c'était Flo, pour que les gens comprennent, c'était pas ça. Et la personne me dit, est-ce que ça t'embête pas de regarder si tu trouves des informations avec mon profil? Je lui dis, ok, t'es sûr si je trouve quelque chose, ça t'embête? Non, je te fais confiance, parce que la personne était sûre que je retrouve rien. 2 secondes plus tard, je lui dis, tu t'appelles comme ça, t'habites à telle adresse. Parce qu'il y avait des coordonnées GPS dans la photo. Et les coordonnées GPS dans la photo, j'ai regardé, ça me donnait un bâtiment, une maison, ou un immeuble ou quoi que ce soit, je l'ai pas révélé plus. Et dans les pages blanches, j'ai trouvé une personne qui avait le même pseudo, donc je déduis que logiquement c'est peut-être une personne. Je dis fais attention, enlève les métadonnées. Il y a des sites qui permettent d'effacer les métadonnées. Ouais, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Quand on est simple utilisateur et qu'on ne connaît pas trop ces enjeux, on s'en rend pas compte, mais le nombre d'informations qui circulent sur nous et qu'on peut retrouver, c'est vraiment impressionnant. Et donc toi, juste pour comprendre, au niveau des faux profils, tu dirais que tu les catégoriserais surtout en 2 parties, les brouteurs qui vont vraiment essayer de faire de l'argent, etc. Et puis les militants, enfin les faux militants du coup, qui eux vont essayer d'impacter surtout au niveau des élections et tout, quoi. C'est ça, je rajouterais une autre chose, je dirais déjà les faux profils et les arnaques. Dans les arnaques, il y a les brouteurs qui sont très spécifiques, et il y a d'autres arnaqueurs qui ne sont pas des brouteurs, mais qui peuvent fonctionner dans des mêmes logiques d'arnaquer. C'est la même logique d'arnaquer de l'argent, voilà. C'est ça. D'accord, ouais. C'est deux grands, j'ai envie de dire, grandes catégories. Dans certaines, il y a un peu de tout, quoi. Ouais. Et puis, par rapport justement à ces faux militants, en général, c'est quoi? C'est des petits groupes comme ça qui se forment de par eux-mêmes parce qu'ils ont envie de participer à la ridiculisation de tel ou tel parti? Ou c'est des choses beaucoup plus organisées, réfléchies, etc., un peu par le haut, quelque part? Non, la plupart sont pas très, c'est quand même plutôt bien organisé, mais c'est des petits groupes. La plupart se disent évidemment apolitiques, qui est une connerie sans nom. On peut pas être apolitique. Pour que les gens comprennent bien, s'il y en a qui disent, bah si, je suis apolitique. Non. À partir du moment où tu as une idée, tu es forcément politique. Je veux dire, généralement, c'est la fameuse douce, je suis ni de gauche ni de droite. Ça veut dire que tu es de droite. Si tu es apolitique, ça veut dire que tu es de droite. C'est un peu ça. C'est des gens qui... Je peux comprendre que quelqu'un qui s'intéresse pas du tout à la politique se sente apolitique. Mais en fait, il n'est pas apolitique. Mais eux, c'est de l'hypocrisie. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui soit un peu perdu, quelqu'un qui, voilà, se croit apolitique. Mais ces comptes-là sont pas apolitiques. Et un m'a un jour écrit, je n'ai jamais répondu, mais cette réponse était intéressante. J'ai pas les mots exacts, mais il m'a dit une chose, c'est que ce que je veux, c'est ridiculiser, des idées politiques qui sont totalement ridicules, et nous on va même plus loin que la personne, il pense aller plus loin. Mais à partir du moment où tu ridiculises des idées politiques, ça veut dire que tu penses que ces idées politiques
soit dangereuses, soit ridicules, soit mauvaises. Donc, tu as une opinion politique. Donc, tu n'es pas apolitique. Donc, merci, au revoir. Ouais, tout à fait. Voilà. Et puis, on a vu aussi, là, récemment, enfin, c'est de plus en plus loin, là, mais le rachat, du coup, de Twitter, justement, par Elon Musk. Ah. Et je me demandais, toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Et puis aussi, qu'est-ce que tu penses que ce genre d'événement dit à quelque part sur la société, sur la manière dont est géré le système médiatique, des réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, je pense que les gens m'écoutent, s'ils ont bien écouté attentivement, je pense que j'ai une petite idée de parce que j'ai déjà évoqué le nom d'Elon Musk. Non, pour moi, c'est une catastrophe, je vais pas y aller par deux chemins. Maintenant, il a nommé une femme, donc ce qui est intéressant, j'ai oublié le terme, il y a un terme, il y a même une page Wikipédia pour ça. Quand une société est en crise, ils ont plutôt tendance à nommer une femme pour après, c'est évidemment ultra sexiste, c'est pour s'en débarrasser et pouvoir blâmer plus facilement quelqu'un. Mais le problème qu'on a avec le rachat de Twitter, on l'a vu, je ne vais pas y revenir, mais je le redis quand même, c'est les bots, l'augmentation des bots, on n'a jamais eu autant de bots. De vouloir faire payer la certification, le Twitter Blue, c'est certainement la plus grosse connerie jamais faite. On a vu plein d'exemples, on a une banque qui a... Une banque qui... Non, c'était pas une banque, c'était un... Comment on appelle ça? Un groupe pharmaceutique qui dont l'action a dévissé parce que ils avaient fait croire qu'ils allaient rendre gratuit le truc parce qu'ils avaient payé un Twitter Blue. Bon, l'idée de faire payer Twitter, d'offrir des accès privilégiés à Twitter, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais ça a le mérite d'être étudié. Mais moi, si j'avais été Elon Musk, ce que j'aurais pu faire, on sait que les gens, certains aiment bien être VIP, machin. J'aurais créé un petit badge vert comme le dollar, et dedans j'aurais mis un petit dollar. Pour différencier le blue, ça aurait été intelligent. Moi, je pense que ça aurait été bien d'avoir un truc comme ça. Et pas forcément forcément un rond, mais autre chose pour que ça se distingue. Je trouve c'est idiot de faire ça. Mais s'il avait fallu faire quelque chose, j'aurais fait ça. J'aurais peut-être réfléchi déjà. Je vais pas dit faire ça, mais déjà réfléchir à ça. Ça aurait été peut-être pas mal d'avoir un truc comme ça. Parce que les gens auraient été contents d'avoir le truc. Maintenant, Twitter Blue, ça ne garantit plus rien. Maintenant, ils ont revalidé à la main des comptes. Parce que les gens ils disent, moi, j'ai pas payé Twitter Blue. Les gens qui sont furieux, ils disent, mais j'ai pas Twitter Blue, j'en veux pas de cette merde. Avant, tout le monde le voulait et c'est devenu une catastrophe. Je veux dire, on a des problèmes, on a des faux trucs, on a des faux comptes, on sait plus qui. Et puis Elon Musk, il y a un journaliste qui le critique, hop, il lui supprime son Twitter Blue, il lui supprime un truc. Et puis Elon Musk est complotiste, il y a des gens qui l'ont accusé d'être antisémite, tout ça. Donc, pour moi, c'est pas du tout un bon truc. Et on a vu que les alternatives, Mastodon, tout ça, ça a jamais pris. Parce que Mastodon, qui est une alternative décentralisée, est assez compliquée et pas intuitive. Par exemple, quand on veut s'inscrire dessus, au départ, moi, j'ai un tout petit peu perdu. Puis après, j'ai compris la logique. Mais pour d'autres personnes, j'ai eu plein de gens qui ont pas compris comment ça marchait. Ah, mais j'avais un compte, je l'avais plus. Bah oui, parce qu'en l'instant, ça n'existait plus. Bref, il y avait plein de choses. Et en fait, c'est un peu compliqué à comprendre les logiques, un peu à comprendre certaines choses. Et c'est normal. Mais le problème, c'est que maintenant, ça vaut 33% de la valeur à laquelle il a acheté, Elon Musk. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un problème. De toute façon, il fait connerie sur connerie. Tous les gens qui disent, j'ai des gens qui disent, ouais, mais t'inquiète pas, c'est un génie incompris. Il a une intuition très forte et un truc machin. J'étais là à dire, j'attends toujours de voir. Et puis, moi, ce qui m'énerve aussi, c'est ces gens-là qui disent, ouais, Elon Musk, c'est le self-made man. Attends, papa et maman, ils habitaient en Afrique du Sud. Ils étaient dans les mines, je sais plus quoi. Ils devaient exploiter, c'était pendant l'apartheid. Voilà, c'est comme les gens qui disent, ouais, Trump, il s'est fait tout seul. Non, il y avait ses parents. Et pourquoi ça a marché, Trump? Parce qu'à un moment, il était trop gros pour couler. À un moment, le problème de Trump, pour faire assez simple et simplifier un peu le truc, c'est qu'à un moment, il était devenu tellement puissant qu'il allait s'écrouler. Et s'il écroulait, c'est comme des dominos. Il allait écrouler tout le monde. Donc ils avaient intérêt à renflouer Trump pour éviter que tout le monde coule après. Comme un jeu de qui, quoi. Comme s'il y avait un domino qui allait faire tomber une centaine. Donc il fallait renflouer le premier maillon de la chaîne pour éviter qu'il y ait une catastrophe. Donc c'était ça. Et c'est pour ça qu'il était trop gros pour faire faillite. Ouais, et ce qui est assez rigolo en plus, c'est que... Enfin, rigolo, je sais pas si c'est le mot, plutôt assez triste, c'est qu'à la base, Elon Musk, je crois qu'il l'a racheté en prétendant justement que ça allait permettre de remettre la liberté d'expression sur le tapis, et puis un truc comme ça, alors qu'au final, je crois que ses propres tweets
tweets sont boostés par rapport aux autres, il a Oui, censuré des exactement. journalistes et tout, enfin un truc complètement Et il s'est fait bordélique dans tous les auto-fact-checker sens. par son programme de fact-check en plus, qui est à chaque Ouais, fois ouais, qu'il non, dit une c'est connerie. vraiment n'importe quoi. Et du coup, je me demandais d'ailleurs, toi, par rapport à cette liberté d'expression, tu te positionnes comment? Parce que je sais qu'il y a des gens, justement, qui se disent un peu, presque absolutistes de la liberté d'expression, qu'il faut vraiment que tout le monde puisse dire ce qu'il veut, etc. Et puis d'autres qui vont être plus pour, justement, réguler tout ça, parce que... Enfin, il y a un peu cette idée que, à quelque part, les idées, quand elles sont bonnes et puis vraies, elles vont finir par gagner, quoi. Alors que, certains disent non, pas vraiment. Toi, tu te positionnes un peu comment Moi, par rapport à ça? moi, je crois que c'est le paradoxe. Moi, j'ai un truc, c'est le paradoxe de la tolérance. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Karl Popper, je peux pas dire, c'est le paradoxe de la tolérance. C'est Karl Popper qui a développé ça, qui a dit qu'on peut pas accepter toutes les idées au nom de la tolérance. Parce que si on commence à accepter toutes les idées, il y a une idée intolérante qui va prendre le dessus et toutes les autres idées vont être supprimées. C'est ce qu'il expliquait. Et donc, ce qui est important, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, c'est qu'on peut pas accepter toutes les idées. On peut pas accepter toutes les idées. Après, le problème, c'est, il y a un autre problème qui va se poser à partir de quand on dit qu'une idée n'est pas acceptable. Bon, il y a certaines, c'est évident, donc c'est plus compliqué. Mais à partir, parce que par exemple, de la propagande, de manipulation, on peut essayer de faire passer certaines choses pour autre chose. Mais moi, je pense qu'on peut pas accepter toutes les idées, parce que si on accepte toutes les idées, il y a des gens qui vont commencer à tuer certaines personnes au nom parce qu'ils appartiennent à telle région, appartiennent à telle ethnie, appartiennent à tel groupe, à tel truc. Donc non, on peut pas accepter. Et puis, le truc, c'est que moi, je suis favorable à une chose, mais après, là, c'est comment on définit ça, comment on s'assure qu'il n'y ait pas un État ou même un groupe qui fasse pression pour manipuler le truc. Moi, je suis favorable à ce que dès qu'il y a des contenus complotistes, on les dégage des réseaux sociaux, on les dégage de ces trucs-là. Pour une simple et bonne raison que on a deux types de personnes complotistes. La personne qui peut devenir complotiste, c'est le complotiste acharné. Le complotiste acharné, il apprend qu'il y a un nouveau documentaire qui dit que je ne sais quoi, peu importe. Son documentaire, lui, s'il faut 2 heures pour le trouver, il prendra 2 heures pour le trouver parce qu'il est complotiste. Et la plupart du temps, il ne prendra pas 2 heures pour le trouver, il l'aura avant tout le monde dans une boucle Telegram ou dans un truc ou dans un WhatsApp ou quoi que ce soit ou dans un groupe. Il l'aura avant tout le monde. Pourquoi je pense que, par exemple, des documentaires complotistes, tout ça, il faut éviter que des gens qui peuvent tomber dans le complotisme les voient. Parce que, imaginons qu'une personne un peu vulnérable voit le truc, elle peut devenir complotiste. Et après, c'est beaucoup plus compliqué à rattraper. Tandis que si on empêche toutes les voies, tout ce qui permet d'accéder au documentaire, la personne elle clique sur le lien, elle voit que c'est plus disponible, elle va peut-être pas chercher. Je veux dire, une personne qui est pas complotiste, mais qui pourrait tomber dedans, je pense pas qu'elle va passer 2 heures à aller chercher un documentaire complotiste. Elle peut peut-être passer maximum 5 minutes, si elle ne le trouve pas, elle va abandonner. Et c'est pour ça que je pense que c'est important. Mais après, on peut se dire, ouais, mais comment tu définis ce que c'est vraiment un documentaire complotiste? Et ça peut être aussi notre problème. Mais déjà, moi, je pense que c'est important d'éviter qu'on répande ces trucs-là, parce que il y a plein de gens vulnérables, et après, c'est comme les gens qui sont sous emprise. Quand on essaye les brouteurs, tout ça, la première chose qu'on essaie de savoir quand on accompagne des victimes, c'est savoir est-ce qu'il a payé, est-ce qu'il est potentiellement sous emprise, parce qu'il faut voir à quel niveau est la personne pour savoir si c'est très compliqué, si c'est compliqué ou pas. Parce que pour que les gens comprennent, quand il est sous emprise, c'est pareil que dans une secte. La personne est dans une secte. Comment la faire sortir, c'est très très compliqué. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est essayer démêler tout ça, et c'est parfois galère quand on accompagne des victimes ou des gens comme ça. Les gens s'imaginent même pas ce qu'on peut voir. L'envers du décor, les gens disent ouais, c'est cool, tu trolles des brouteurs, non, quand on voit l'envers du décor, l'envers des trucs, les extorsions, on rappelle ce que c'est le bonhomme qui se montre en caméra de manière un peu olé olé, et après le brouteur le fait chanter. Il n'y a pas que des brouteurs qui font ça, mais il y en a beaucoup. Parfois c'est assez difficile, mais bon, à force, on a les épaules et voilà. Ouais, et je pense de manière générale que c'est une posture qui la plupart du temps tient pas vraiment, dans le sens quand tu discutes avec les gens justement qui sont vraiment absolutistes de la liberté d'expression, tu leur dis ah oui, donc ça veut dire que vous voulez qu'il y ait des images pédophiles sur internet qui peuvent circuler comme ça, ils vont dire non. Donc c'est déjà une forme de restriction de la liberté d'expression. Oui.
Si on leur dit ah bah il y a ton adresse avec plein de gens qui appellent à ton meurtre, etc. Et si tu veux que ça soit sur Internet, probablement qu'ils vont dire non. Donc et en fait la question c'est pas vraiment est-ce qu'il faut comme la politique, absolument tout autoriser ou non, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on choisit d'autoriser ou non, quoi. Mais il y a peu de gens quand même qui défendent vraiment qu'il faut absolument tout, quoi. En général, on arrive toujours à trouver quelque chose que les gens trouvent non, quand même ça c'est pas acceptable, quoi. Exactement. Et bah finalement, est-ce que tu as une idée de comment résoudre un petit peu tout ça? Dans le sens, est-ce que, je sais pas, il faudrait faire peut-être de nouvelles lois, ou bien est-ce que, enfin, quelle idée t'aurais pour diminuer justement le nombre de fake news, de complots, de faux profils? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Prévention. Pour moi, c'est la base de tout, c'est la prévention. Il faudrait même commencer, je pense, dès le primaire, carrément, évidemment, de manière adaptée, parce qu'on sait que les élèves peuvent être très vite touchés. Si on voit bien que des élèves voient du contenu pornographique à 6-7 ans, bah, ils peuvent aussi être confrontés à des fake news, à des trucs un peu perturbants, violents. Donc il faudrait peut-être commencer, évidemment, avec un discours adapté, commencer à débunker des fake news, pourquoi pas faire, je sais que ça s'est fait dans un collège, et il y a des élèves qui ont regardé des heures et des heures de contenu complotiste pour comprendre comment il était fait. Ils ont créé une vidéo complotiste pour comprendre comment les mécanismes, en faisant croire que les chats étaient des extraterrestres. Et ils l'avaient monté, et ils comprenaient en faisant, c'est ludique, c'est rigolo, ils regardent du contenu, ils comprennent très vite comment ça fonctionne, ils comprennent très vite pourquoi. Je crois que c'était des collégiens ou lycéens. Donc troisième ou seconde, pour un peu situer le contexte. Mais voilà, ils avaient compris à peu près comment ça fonctionne, et je pense que c'est important que de faire de la prévention de manière ludique, pas rébarbative, faut pas, de trucs, blablabla, et gestes, voilà. Non, faut les faire participer activement, faut faire énormément, c'est la base de tout, la prévention. L'esprit critique, que les gens soient capables de se forger leur propre information, qu'ils ne soient pas influencés, qu'ils soient capables de comprendre, attends, cette information elle vient d'où? À qui appartient ça appartient à un complotiste, ça appartient à tel truc, ça appartient à tel truc. Voilà, toujours avoir cet esprit critique. Je sais que ça peut être fatigant parce que on a confronté à des millions d'informations, peut-être pas des millions, mais des tonnes et tonnes d'informations par jour, donc on n'a pas le temps d'aller vérifier, de dire attends, ça appartient à qui, c'est quoi, c'est que, qui, quoi, donc où, etc. Donc, voilà. Ouais, puis comme tu le disais avant, du coup, à quelque part, ça pose aussi un peu la question, du coup, de qui c'est qui va dire, si on part du principe qu'il faut éviter, disons, de propager les fake news et les complots, par exemple, ou les contenus à caractère haineux sur Internet, etc., ça pose aussi, du coup, la question de qui est légitime pour faire ça. Qui est légitime pour trier le vrai du faux, le haineux de ce qu'il n'est pas, parce que on peut arriver à beaucoup de dérives aussi, peut-être, si on laisse les entreprises privées faire ça. Il y avait eu l'exemple, je crois, avec Donald Trump, qui avait été retiré de Twitter, et il me semble que c'est Twitter même qui avait décidé ça, et ça avait un peu fait la polémique, dans le sens qu'il y avait des gens qui étaient d'accord pour enlever Donald Trump de Twitter, mais qui disaient est-ce que c'est vraiment à Twitter de décider ça, quoi. En fait, la question n'était même pas que c'était à Twitter de décider ça, c'était même pas ça. C'est qu'il y a un type qui a mené l'expérience pour prouver que Trump devait être banni. Toutes les entreprises là ont des règles. Si on respecte pas les règles, on est banni. Trump a enfreint les règles. Et ils l'ont laissé parce qu'ils se sont dit, bon, c'est quand même le président, on veut pas d'ennui, etc. Quelqu'un a créé un compte dans lequel il avait mis une photo bidon qu'il avait inventée. Il avait retweeté tout ce que retweetait Trump, et il écrivait tous les tweets de Trump. Il s'est fait bannir pour appel à la haine en peu de temps. Il a dit, pourquoi moi je me fais bannir avec ce compte-là et pas Trump? Et donc, ce qui prouvait bien que Trump avait une certaine... Là, c'est même plus le problème de est-ce que Twitter doit ou pas. La question était, est-ce que on peut ne pas être d'accord avec les règles que émet Twitter ou Facebook? C'est une autre question. Là, c'était, est-ce qu'il a respecté les règles qu'il a accepté de respecter au début? Oui, non. Oui. Tout va bien. Non, il doit être banni selon les règles. Après, on peut dire, je ne suis pas d'accord parce que les règles sont pas bonnes. Ça, je peux l'entendre. Mais les gens qui sont oui, ils l'ont banni parce qu'ils ne respectent pas les règles. Point.
Ouais, ok. Et puis, du coup, de manière plus générale, en enlevant ce cas précis, est-ce que tu penses que justement c'est plutôt à l'État ou enfin à qui ça serait justement de déterminer un peu qu'est-ce qui est haineux, qu'est-ce qui l'est pas? Est-ce que les entreprises devraient quand même à quelque part, enfin oui, à qui incombe la responsabilité de ça, quoi? C'est très compliqué parce que chacun un peu peut se rejeter la balle, peut dire oui mais c'est pas moi c'est lui, et puis quand on traite des milliers, quand on a des milliers, des milliers, des millions de trucs, c'est très très compliqué, et puis la modération a toujours été une catastrophe sur Twitter. La Hmm. modération de Twitter a été une catastrophe, et même avant Elon Musk, je le précise, ça a été une catastrophe, donc c'est très compliqué. Et c'est des sujets qui sont, voilà, je veux dire, entre l'IA qui reconnaît pas un bon truc ou l'IA qui reconnaît un truc, parce que c'est souvent des IA, faut pas se leurrer, c'est des IA. Après, on avait aussi un doc d'Arte que je recommande, mais qui est très très difficile. C'était les nettoyeurs du web, tous les gens qui nettoyaient, qui étaient confrontés à des vidéos Hmm. horribles, tout ça. Ils disaient le taux de suicide de ces gens-là et en plus, ils ont payé une misère. Et quand tu vois à longueur des journées des images pédopornographiques, tu veux dire oui, non, c'est pas acceptable. Il y a un moment où je peux comprendre que Ouais, ouais, j'ai c'est envie de dire clair, c'est peut-être un extrêmement câble. compliqué. Et d'ailleurs, je trouvais intéressant, il me semblait que c'était Lé de Science for All qui disait justement, ah ben, en fait, on pourrait mettre en place des nouvelles lois, etc., sur ce genre de choses. Mais le problème, c'est que les lois sur le numérique, elles sont déjà souvent pas respectées, en fait. Elles sont souvent pas Et... respectées, et puis certaines lois sur le numérique c'est assez mauvaises. Elles sont souvent faites par des gens qui ne Hmm, comprennent rien et qui va nous amener, c'est à peine caricatural, vers de la cybersurveillance de masse. On voit les lois votées pour les JO, tout ça, ouais. c'est extrêmement inquiétant. Je suis pas un Hmm. grand spécialiste du sujet, mais ce que je vois est quand même inquiète énormément. Ouais, ouais, bien sûr. Et ça, c'est encore tout un épisode qu'on pourrait faire, hein, surtout l'aspect surveillance, etc., qu'il peut y avoir là derrière. Et Ouais. du coup, la première question de fin que je pose à tout le monde, c'est quelque part, si tu devais t'imaginer un futur idéal, quoi, une sorte d'utopie, à quoi est-ce que tu aimerais que ressemble le futur? C'est une bonne question. Mais en fait, c'est un peu compliqué notre futur. Je ne sais pas dans quel on va dans le mur, dans le truc écologique. Donc c'est un peu compliqué. Moi, généralement, quand m'arrive de me poser la question de temps à autre, moi je réponds de manière humoristique. What a beautiful world this would be, what a glorious time to be free. En fait, pour comprendre, en 1982, il y a un artiste qui s'appelle Donald Fagan qui sort son premier album solo. Il est dans un groupe qui s'appelle Steely Dan. L'album s'appelle The Night Fly. Il a été nommé au Grammy Award pour montrer que c'est pas n'importe quoi. Et il a fait une chanson où il imaginait, donc ça s'appelle AGY, International Geophysical Year, donc l'année géophysique internationale qui a duré, comme son nom n'indique pas, un an et demi, je crois que c'était entre 56 et 57, et tous les astrophysiciens, les géologues, tout ça, tous ces gens-là, enfin, pas astrophysiciens, plutôt physiciens, tout ça s'enclamait, tout ça se met sur le monde futur, en disant, ça va être magnifique, on va avoir des trains qui vont aller de Paris à New York en 20 minutes, ce que dit la chanson, un train qui va de Paris à New York en 9 minutes, et en fait, la chanson a été écrite en 82, au plus fort de la guerre froide, on était dans la guerre froide, donc, je ne dirais pas que je suis pessimiste, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais je me dis, je ne sais pas, j'ai envie de dire, on va un peu dans le mur, mais voilà, il y a peut-être des moyens d'échapper, il y a peut-être des moyens de faire autre chose, et puis faut savoir aussi, je pense même à titre personnel, aussi essayer de profiter de ce qu'on a, de qui on est, que si on a, moi je me considère évidemment comme un privilégié, j'ai la chance de pouvoir, donne des cours, je fais un métier qui me plaît, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'ai la chance de pas avoir des besoins voilà, de manquer d'argent ou quoi que ce soit, donc j'ai vraiment ce privilège-là, donc ça me permet de faire plein de choses à côté, donc j'en profite. On ne sait jamais jusqu'à quand ça peut durer, ces choses-là. Donc il faut toujours savoir en profiter, et voilà. Excellent, merci beaucoup. Et du coup, pour les gens qui souhaiteraient aller un petit peu plus loin, creuser les différentes questions qu'on a pu évoquer aujourd'hui, où est-ce que tu les renverrais? Est-ce que tu aurais des recommandations? Oui, bien Et puis sûr. aussi peut-être tes profils à toi aussi. Est-ce que si Bien les gens sûr. veulent peut-être entrer en contact avec toi, n'hésite Bien pas. sûr, bien sûr. La première chose, si les gens veulent s'intéresser aux fake news et s'entraîner à repérer une fake news, vous allez sur des sites de fact-checkers. Vous regardez plusieurs fake news, comment ils ont trouvé.
Après, quand vous avez appris les méthodes, les différentes méthodes, il y a plein de méthodes, il n'y a pas une bonne méthode. Après, vous pouvez passer par plein de méthodes. Bon. Et vous allez après en prendre un autre et essayer de le faire vous-même. Vous avez l'article, vous ne regardez pas la solution et après vous le corrigez, vous allez le corriger. Et moi, c'est ce que je fais régulièrement pour garder le truc, voir si je suis toujours aussi bon sur le truc, parce que c'est important. Même pour moi, pas uniquement pour mes cours, je fais ça. Je pense que c'est important, c'est un bon moyen d'aller chercher de l'information. Après, il y a des sites, il y a Austin Framework, qui est un bon site qui donne plein de liens pour faire de l'Austin, qui est un bon moyen de trouver de l'information et qui, je pense, est très intéressant. Et puis après, pour ceux qui voudraient savoir un petit peu plus, moi j'ai un site qui s'appelle victorbesset.fr, c'est tout simple, c'est comme mon nom, et donc les gens peuvent trouver un peu tout ce que je fais. S'il y a des gens qui sont intéressés de m'avoir en cours, il y a une section cours et conférences dans laquelle ils peuvent voir à peu près ce que je donne comme cours et conférences depuis 2016. Et enfin, il y a une autre section qui peut peut-être les intéresser, ça s'appelle TV, presse, radio, interview. C'est toutes mes interventions dans des podcasts, dans des médias, dans lesquels tout ce que j'ai pu dire pour de différents sujets, que ce soit les fake news, la data vide, les faux profils, les arnaques, les brouteurs, les Beatles, parce que je suis aussi spécial, je suis aussi journaliste musical, donc plein de choses. Il y a toutes mes interventions qui permet un peu de voir qu'est-ce que j'ai pu dire et pourquoi pas d'aller approfondir certains sujets si les gens veulent approfondir. Après, on peut me retrouver sur Twitter, donc Victor Besset, on peut me retrouver sur YouTube, c'est VBesset, et je fais régulièrement une vidéo quasiment tous les mercredis sur les enjeux de la tech et du web. En gros, elle expliquait une arnaque, elle expliquait un truc, voilà, je fais ça. Et de temps à autre, ça fait longtemps que je suis pas allé, je suis sur Twitch. Donc avec Victor Besset toujours, et je fais régulièrement des fils dans lesquels je vais parler de tout ordre de sujets de la tech et du web. Et sur Twitter, je fais pas mal de threads où j'explique un peu, je débunk l'actualité, je débunk une fake news, je débunk une nouvelle arnaque, j'essaye de dire, ok, j'ai cette arnaque, je vais essayer d'aller le plus loin possible parce que j'ai les outils. Parce que souvent, on voit passer énormément d'arnaques et les gens n'ont pas forcément le temps ou les outils nécessaires pour aller au bout. Par exemple, quand il y a eu cette arnaque et tous ces faux produits, je me dis, attends, est-ce que j'ai tous les outils potentiels pour savoir où est la personne? Je vais essayer de un peu manipuler la personne pour essayer de savoir où elle est. Et tout de suite, j'ai su qu'elle était, je m'y attendais pas, à Dubaï, à côté de... non. À côté, je sais plus, d'Abu Dhabi ou bref, je sais plus. À côté, enfin, dans la banlieue, d'un coup, j'ai un trou. Mais en tout cas, elle était aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà, donc tout de suite, on récupère des informations. Et voilà à peu près où on peut me retrouver. Et puis, si les gens veulent me contacter, Twitter, ils peuvent me contacter. Sur mon site, il y a mon mail, voilà. Excellent. Je mettrai les liens que tu as mentionnés et puis le lien de ton site. Et c'est vrai que depuis ton site, on peut retrouver beaucoup de tes réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis finalement, du coup, dernière question pour finir en beauté. Si tu étais comme ça sur une sorte de grande scène avec un micro à la main et puis que tu avais l'entièreté de l'humanité devant toi à qui tu pouvais délivrer un message, qu'est-ce que tu leur dirais ? C'est intéressant. En fait, moi, c'est marrant parce que ça résonne avec un projet que je fais, j'en ai pas parlé parce que c'est pas... Ça me prend du temps et puis c'est pas ma priorité. Je suis en train d'écrire un spectacle conférence sur les enjeux de la tech et du web, dans lequel je vais parler de pas mal d'arnaques. C'est le premier, il y avait tellement de thèmes que j'ai réduit. Et je pense que je leur ferai ça. Je leur testerai, je leur ferai cette conférence parce que je pense que et j'en donnerai en plus plein d'autres conseils sur justement comme on disait, prévention, faire de la prévention pour qu'il y ait le moins d'arnaques possible, qu'il y ait le moins de gens possible. À chaque fois qu'on a des victimes d'arnaques, au faux support, au brouteur, au machin, on dit parlez-en autour de vous, que vous n'ayez pas d'autres personnes qui le fassent savoir. Voilà. Ok. Excellent, merci beaucoup Victor. Mais de rien, c'est avec très grand plaisir. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.